Bonjour à tous. Alors il y a... ah oui, pardon. Pensez à les éteindre, s'il vous plaît. Oui. Ah oui. Les portables. Le portable. Il fait froid, donc je suis encore un petit peu fiévreux. J'avais encore une belle toux hier, mais ça a l'air de s'être calmé. Mais excusez-moi d'avance si je recommence un petit peu à tousser pendant cette conférence. Alors, je ne suis pas un physicien quantique. Je suis un physicien généraliste qui a étudié la physique quantique, la physique du chaos, la physique du rayonnement et d'autres domaines de la physique. Et c'est ce qui fait que je me permets de faire une synthèse de la physique. Et par ailleurs, le fait que j'ai une très longue expérience dans le calcul, parce que l'essentiel de ma carrière, ça a été de faire des calculs très compliqués. Je suis même allé jusqu'à développer des cerveaux à base de réseaux de neurones mathématiques. Je suis arrivé au sommet de ce qu'on pouvait faire de mieux dans les débuts des années 2000 dans ce domaine-là. Et donc c'est surtout cette très longue expérience de calcul. Je suis un calculateur ambulant. Hein. La nuit, lorsque je travaille, ça fonctionne et le matin, j'ai la solution. C'est surtout pour ça, c'est surtout pour cette raison-là, d'une part, et d'autre part, mon expérience de la physique, mais aussi des neurosciences. Donc, si vous voulez, une carrière essentiellement interdisciplinaire, à la fois à cheval entre la carrière d'un véritable chercheur et la carrière d'un véritable ingénieur, qui fait ma spécificité, parce que ça, il se trouve que c'est très rare en France. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que j'ai ressenti la responsabilité d'avoir à écrire des livres pour informer d'une vision de la réalité qui résulte des progrès de la physique de ces dernières décennies, que les physiciens, on va dire, plus classiques, plus académiques que moi, n'auraient pas osé ou n'auraient pas été en mesure de dépeindre au public, parce qu'il règne un grand formatage, un grand cloisonnement et un grand communautarisme en sciences. Vous savez que la science est découpée en une myriade de disciplines, et les personnes, les scientifiques qu'on respecte généralement, ce sont les scientifiques hyper pointus sur une discipline, et donc ceux-là se permettent, grâce à leur succès, de parler, de donner leur vision de la réalité, et donc il faut faire attention à ce genre de caution qui est donnée à des hyper spécialistes, hein, qui, du fait de leur formatage, ne se rendent pas compte que la vision qu'ils dépeignent de la réalité est finalement complètement erronée. Voilà, bon, ça c'est en guise d'introduction. Et donc, alors, est-ce que vous vous êtes déjà, on a une autre introduction, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, dans une réflexion méditative profonde, de la véritable nature de notre réalité? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un d'entre vous, sans avoir nécessairement pris de la drogue, de comprendre, ou plutôt ressentir que notre espace avec cette matière ne pouvait pas exister? Est-ce que quelqu'un d'entre vous en a eu l'intuition? Hein? Ah, ça commence à bouger. Bon, moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Peut-être que ça a été stimulé par tout ce que j'ai appris en physique et qui m'a dit, mais c'est pas possible, on se trompe complètement sur la réalité. Bon, enfin voilà, c'était au cas où on va passer directement à la conférence. Donc ça, c'est encore une introduction. En fait, je vais vous faire un résumé de ma conférence, disons du début de la conférence. Ça va se passer. Je vais donc essayer de vous dépeindre une nouvelle vision de la réalité qui est plus réaliste, qui d'ailleurs correspond beaucoup plus à tout ce qui nous a été enseigné depuis des millénaires. Et pour cela, et qui va revaloriser par exemple la caverne de Platon. Et pour cela, je vais quand même rentrer dans la physique et faire appel à la notion de dimension additionnelle. Hein, vous savez, vous avez entendu parler peut-être des autres dimensions dans les sciences-fiction, etc. Donc ça, c'est un abus de langage en fait. Il se trouve que notre réalité est très, très, très probablement extra-dimensionnelle, c'est-à-dire que notre espace-temps n'aurait pas 4 dimensions comme on nous l'enseigne, mais 10 au moins. Et que donc le fait qu'il y ait des dimensions additionnelles implique
l'existence possible d'autres réalités, et donc du coup les gens, quand on vulgarise, on exagère et on dit l'existence d'autres dimensions. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais employer des métaphores pour essayer de vous faire comprendre. La première des métaphores, c'est déjà de vous faire comprendre que finalement notre réalité, elle est essentiellement conditionnée par notre système de croyance. Et que le système de croyance que nous avons progressivement adopté depuis 3 siècles, qui a profondément imprégné la pensée occidentale dans tous les secteurs, dans la sphère politico-médiatique, chez les intellectuels, les philosophes, etc., on est dans une vision qui est complètement étriquée et finalement erronée de la réalité, que j'appelle le parc de la pensée. Je vais revenir là-dessus après. Et que donc, moi, ce que je propose, c'est pour ça que dans mes 3 livres, j'affiche ce que j'appelle le territoire de la pensée, c'est-à-dire une vision beaucoup plus large. Si on adopte cette vision, il faut faire attention parce que c'est pas dénué d'écueils. Il y a de l'ésotérisme là-dedans, il y a de la religion, il y a de la parapsychologie, il y a du mysticisme, il y a tout un tas de choses dans lesquelles on trouve beaucoup de fumier également. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'il existe quand même un chemin rationnel pour arriver à s'en sortir en dehors de la pensée normée. Et finalement, vous vous rendrez compte que finalement, je ne ferai que vous parler, je ne ferai que remettre au goût du jour, moderniser le mythe de la caverne de Platon, et qu'en le modernisant, finalement, la caverne serait réelle, mais en fait, il vaudrait mieux faire appel à un sous-marin qui navigue aux instruments. Nous serions à l'intérieur d'un sous-marin qui navigue aux instruments, ou alors à l'intérieur d'une baleine. Ce serait plus conforme à la nouvelle réalité. Et que si on veut tout de même en déduire quelque chose d'à la fois rationnel et humain, rationnel, c'est-à-dire rester proche, rester complètement en accord avec les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui, d'une part, et d'autre part savoir, oui, mais bon, à quoi tout ça, ça nous sert dans notre vie quotidienne, on va avoir besoin de ce fameux tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie, que j'ai dessiné en bas. Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie? C'est l'expression du principal dogme, entre guillemets, de la science qu'on appelle le déterminisme. Les scientifiques ne peuvent pas, les physiciens ne peuvent pas utiliser d'équations aujourd'hui sans poser le déterminisme. Si on veut comprendre ce que ça veut dire pour nous, êtres humains, il faut l'illustrer par ce tunnel invisible qui oriente le pas tout le reste de notre vie, et ceci d'autant plus que ce tunnel exprime le fait que notre futur est déjà réalisé, ce qui est la thèse la plus crédible aujourd'hui pour interpréter les lois de la physique, et donc on a bien affaire à un tunnel. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi, ma contribution personnelle va consister à vous expliquer pourquoi ce tunnel peut bouger, ce qui nous permettrait de conserver notre libre arbitre. Et d'ailleurs, il peut bouger à l'intérieur d'un arbre de vie, représenté ici sous la forme d'un arbre à branches cylindriques, qui est une peinture de Robert Venosa, qui est décédé il y a peu d'ailleurs, qui est un peintre visionnaire. Et donc, il a réalisé cet arbre à branches cylindriques, et ce tunnel invisible est l'une des branches de cet arbre. Et donc, vous comprenez par cette représentation que notre tunnel pourrait bouger en prenant différentes formes à l'intérieur de l'arbre des potentiels que constitue cet arbre de vie. Et une autre façon de le comprendre, encore plus finalement, encore plus intuitive, plus satisfaisante pour l'intuition, c'est de prendre l'image du GPS, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'idée que le futur soit déjà réalisé peut être illustrée par le fait que dans notre vie, nous avançons vers notre futur, selon une trajectoire parfaitement déterminée à tout moment,
comme si elle était déterminée par le tracé d'un GPS. Mais vous savez bien que quand vous utilisez un GPS, vous n'êtes pas obligé de suivre la demande de la dame qui vous dit d'aller tout droit et que vous pouvez tourner à droite. Et ce qui est génial avec la métaphore du GPS, c'est que les lois de l'univers sont préservées parce qu'à tout moment, la dame recalcule votre parcours. Et ce qui pose quand même un problème, comment choisir si je tourne à droite ou si je tourne à gauche ou si je vais tout droit, en suivant ou ne suivant pas la dame. Vous, ce qui vous intéresse, c'est où ça vous mène. D'accord? Donc il y a un problème là. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi l'univers a prévu une solution et et donc là, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que ce sera plutôt à la fin, qui correspond à ce qu'on appelle la connexion, la reliance au soi, etc. Et que c'est par l'intermédiaire des canaux qui nous relient à plus grand que nous-mêmes que nous pouvons faire ce choix. Et vous verrez que ces canaux, ça correspond à une boussole qui nous envoie des informations, et sont soit par le centre mental, soit par le centre émotionnel. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, de quoi le parc de la pensée? Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Jusqu'en 1982, et je me posais moi-même beaucoup de questions à ce niveau-là, parce que j'avais terminé mes études, et j'avais été fortement sensibilisé à la philosophie dans mon jeune âge, et la question du déterminisme me hantait, parce que je ne comprenais pas que certaines expériences puissent fonctionner dans un cadre déterministe. Bon, certains synchronismes puissent avoir lieu, et que notre réalité puisse être déterministe. C'est pour ça que lorsque finalement j'ai appris à la fin de mes études que les physiciens avaient finalement démontré que la mécanique quantique était juste via l'expérience d'Alain Aspect, en 1980, je me suis dit « Waouh, ça y est, ça y est, on commence à avoir un début d'explication. » Bon, avant ça, on pensait, et pendant mes études, donc j'ai pensé, on pensait que tout était matière. On pensait que la causalité était un principe absolument impossible à remettre en question. La causalité, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui arrive est le résultat du passé, hein, c'est-à-dire tout ce qui arrive a des causes dans le passé, et non pas la causalité inverse. Hein. Et le déterminisme, le dogme fondamental de la science, qui est de dire que tout ce qui arrive est déterminé de façon unique par des lois physiques. D'accord? Et enfin, le hasard, parce qu'en fait, il y a un bug dans tout ça. Et on est bien content d'utiliser le hasard en physique pour, en gros, colmater les brèches de ce système de pensée. Et ça consiste à dire que, d'une certaine manière, le hasard n'existe pas. Enfin, le hasard, c'est très compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 82, il était de bon ton, enfin tout le monde considérait que ce qu'on appelle hasard, c'est forcément quelque chose qui est issu de notre ignorance des causes. Voilà. Et voilà la pensée des scientifiques à l'époque, et voilà encore la pensée de la majorité des scientifiques aujourd'hui. Et si vous voulez, en fait, comme ça fait 3 siècles que ça dure, depuis le siècle des Lumières, soi-disant, que j'appelle le siècle de l'extinction des Lumières, parce que les Lumières sont apparues à la Renaissance un siècle avant, et après, au siècle des Lumières, on a en fait sombré dans le mécanicisme, c'est-à-dire dans les idées, le fonctionnement de la société, le fonctionnement économique, qui dépendait de ces idées-là, y compris le darwinisme, qui aujourd'hui est complètement battu en brèche, qui dépend essentiellement de ces idées-là. C'est-à-dire que ces idées-là sont quand même le fondement de la façon dont fonctionne toute notre société aujourd'hui à tous les niveaux, financiers, économiques, etc. Et les conséquences de tout ça, c'est que justement, au niveau mainstream, on trouve normal d'aller vers le transhumanisme. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous avez... Moi, j'ai une audience qui commence à devenir importante, mais vous prenez un type comme Laurent Alexandre, qui s'est érigé spécialiste de l'intelligence artificielle,
qui a une audience peut-être 10 fois plus importante que moi. Les journalistes adorent mettre en valeur ces articles où ils nous expliquent que dans un proche avenir, c'est l'intelligence artificielle qui fabriquera nos bébés. Article qui date d'il y a quelques jours. Bon, donc là, il y a comme un souci. Et aussi, cette vision des choses, donc à cause de ces 4 frontières du parc, ça entraîne automatiquement déshumanisation, le fait que nous vivions dans un système de contrôle, etc. C'est parce que nous pensons à l'intérieur du parc que nous sommes petit à petit obligés d'admettre tout ce qui est en train de nous arriver et qui est absolument déplorable pour l'espèce humaine. D'accord ? Bon, je ne ferai pas de conférence si ces idées n'avaient pas justement un impact considérable qui permettrait de réorienter la pensée dans une bonne direction qui revalorise l'humain. Je ne le ferai pas parce que je serais content de vendre des livres, mais si vous voulez, je serais un peu spécialisé dans un secteur. Mais si ça n'a pas d'intérêt public, je ne m'amuserai pas à faire des conférences. Donc c'est bien parce que je suis là pour... Je ne suis pas un lanceur d'alerte, hein, parce que je ne vais pas dénoncer quelque chose. Je vais montrer qu'il existe une voie pour aller vers un système de pensée beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire que le système de pensée que je vais vous présenter, c'est un système de pensée qui est vachement plus rationnel que le système de pensée complètement erroné dans lequel vit encore aujourd'hui notre société occidentale. Voilà, c'est ça que je vais vous démontrer. Et donc j'utilise des métaphores pour expliquer qu'il faut faire attention tout de même, lorsqu'on laisse tomber tous ces dogmes, c'est qu'on risque de sombrer dans la vallée de l'incertitude qui conduit à l'océan du New Age, qu'on risque de sombrer dans une sorte de fascination pour les phénomènes, certains types de phénomènes qu'étudient ce que j'appelle les psychologues parachutistes, parce que comme ils n'arrivent pas à construire un chemin rationnel pour aller étudier leurs phénomènes, ils se font parachuter et ils disent que des choses incompréhensibles existent sans qu'on ait la moindre modélisation théorique. D'accord ? Ce qui n'est pas du tout ma façon d'agir. Moi, je présente d'abord le modèle explicatif et ensuite on peut regarder les phénomènes inexpliqués. La décharge du hasard, etc., le marécage de la conscience, enfin bon, là, je vous la fais courte. Et donc, je métaphorise ma propre pensée en disant qu'elle consiste à cheminer vers le col de l'Ange. Le col de l'Ange, je le définis comme étant un endroit du territoire de la pensée où, d'un seul coup, on se rend compte, bon sang, mais c'est bien sûr, waouh, waouh, la réalité est infiniment plus merveilleuse que tout ce qu'on peut avoir cru comprendre jusqu'à aujourd'hui. Tout existe simultanément dans le futur comme dans le passé, et en plus ça bouge. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc ce que j'appelle... Mais en fait, pour comprendre bien ça, il faut d'abord regarder quelles sont les raisons d'y aller, donc quelles sont les raisons rationnelles pour lesquelles la science, et la physique en particulier, a détruit les frontières du parc depuis 1982. Tous les ans, toutes les décennies en tout cas, on a des démonstrations absolument puissantes. L'expérience d'Aspect, elle a été renouvelée plusieurs fois. Les Américains en 82 ne voulaient pas croire à l'expérience d'Aspect, parce que ça impliquait d'accepter ce qu'on appelle une non-localité, non seulement spatiale, mais aujourd'hui dont on s'est rendu compte qu'elle est temporelle, on va y venir, que ça impliquait d'accepter l'indéterminisme macroscopique. Plus tard, les progrès qu'on a fait grâce au GPS, grâce aux horloges atomiques, ont démontré que les équations d'Einstein étaient décidément justes et qu'il fallait en déduire que le futur était déjà réalisé, parce que la chronologie ne peut pas exister. Et à la fin du siècle dernier, encore des expériences assez récentes ont montré que le vide n'est pas vide, qu'il est plein d'informations. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, en physique, on a remis en question les 4 dogmes du parc de la pensée. Et mon interprétation, je dis mon interprétation, mais c'est l'interprétation quand même qui devient de plus en plus consensuelle, hein. C'est que ces résultats nous montrent qu'il existe une coordination non locale de notre espace-temps. C'est-à-dire qu'il existe en dehors de l'espace-temps
des informations qui arrivent dans notre espace-temps et qui permettent de le coordonner. Ça veut dire que c'est la porte ouverte vers l'existence de l'âme. Ben ça, c'est moi qui le dis. On découvre qu'il existe probablement des dimensions supplémentaires d'information. Et j'ai fait une publication récente qui a été acceptée dans une grande revue de physique fondamentale où j'explique pourquoi il faut rajouter 6 dimensions supplémentaires à l'espace-temps, j'y reviendrai. Que donc ces dimensions sont là en fait pour préserver le déterminisme de la physique, mais hors du temps. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de déterminisme temporel. Et la conséquence principale de ça, c'est que nous aurions un libre arbitre potentiel. Encore faut-il savoir le développer. Le fait que le futur soit déjà rempli d'informations, ça veut dire qu'il y a une certaine finalité, que nous ne sommes pas mus uniquement par la causalité. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas être des machines biologiques. Et enfin, le fait que le vide soit non vide, et qu'il soit plein d'informations, ça entraîne qu'il faut jeter le matérialisme parce que la réalité est créée forcément en tenant compte de l'interaction entre les informations du vide et la matière. D'accord ? Donc il faut jeter tout ce qui, aujourd'hui, nous amène à penser, bon, ben voilà, aller vers le transhumanisme, etc., à cause de l'existence d'informations hors espace-temps, de dimensions supplémentaires, d'informations dans le futur, dans le vide, tout ça, en fait, c'est la même chose. Ça vient simplement, le fait qu'on différencie vient simplement du fait qu'on a une vision de la réalité qui est encore trop matérialiste, même si on ne veut pas l'être. Voilà comment il faut concevoir la réalité, mais en fait, c'est là que vous aurez besoin finalement de visuels pour vous y retrouver, parce que quand on vous aura dit ça, vous n'y comprendrez plus rien. Aujourd'hui, il est démontré que l'espace, ce qu'on appelle de l'espace, pour ça tout à l'heure je vous parlais de... Enfin bon, il est démontré que ce qu'on appelle de l'espace, c'est quelque chose de déformable, un petit peu, énormément, dans les trous noirs. C'est-à-dire carrément troué dans les trous noirs. Qu'il est non local, ça ne peut pas être de l'espace, rien qu'à cause de ça. Non local, ça veut dire que une particule ou même un événement, deux particules ou même deux événements peuvent être séparés par des distances plusieurs années-lumière et continuer de fonctionner ensemble comme si elles étaient connectées. Connectées non pas par un signal, parce qu'il ne peut pas y avoir de signal qui transite de l'un à l'autre et qui dépasserait la vitesse de la lumière, mais simplement parce que l'espace n'existe pas. C'est-à-dire que leur séparation, en fait, pour la vraie réalité, n'est pas une séparation. Ces particules restent connectées par une information. Je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, dans la séance méditative, réflexion profonde, etc., vous pouvez peut-être arriver un jour à avoir la sensation qu'une étoile qui se trouve à des myriades d'années-lumière se trouve proche de vous. Et vous ne seriez pas fou. Bon. Et la matière, alors oui, non, l'espace est non local, il est pixelisé, c'est une façon de parler un peu trop approximative. Ça veut dire qu'on ne peut pas affecter aux objets de l'univers, à la matière, une quantité d'informations, c'est-à-dire par exemple leur position ou leur vitesse, avec un nombre de décimales infini. Il y a forcément un nombre de décimales fini, et pas beaucoup, c'est une dizaine, une quinzaine, d'accord ? À cause des limitations qu'impose la physique quantique en particulier, mais également surtout les théories de grande unification moderne à la physique, et notamment on va de plus en plus vers une physique de l'information parce que la densité d'information dans l'univers serait en fait limitée. Et donc notre espace serait plutôt comme une sorte de gigantesque écran de visualisation. Et cet espace vibrerait. Alors ça c'est démontré. Les choses démontrées, c'est la déformabilité, la non-localité et le fait que l'espace vibre. Et je précise qu'il n'existe pas d'espace, évidemment, sur le support duquel vous pourriez imaginer notre vrai espace. Non, notre vrai espace n'est pas de l'espace parce qu'il vibre. Je sais, c'est difficile à imaginer, mais on ne peut le comprendre, ça, que si on comprend que nous vivons dans une réalité virtuelle.
Le fait que notre espace vibre a été démontré récemment par la découverte des ondes gravitationnelles. D'accord? Et vous verrez tout à l'heure que finalement les ondes quanto-gravitationnelles pourraient même être les ondes de la conscience. Et je vous expliquerai pourquoi finalement l'espace et le temps, ça n'est rien d'autre que la conscience. Bon. Et donc, un autre mystère qui est le temps, qui est le plus grand mystère parce qu'il semblerait que le futur soit déjà réalisé. Les physiciens aujourd'hui ne comprennent pas le sens du temps. En fait, on peut comprendre le sens du temps si on intègre les autres dimensions. Sinon, on ne peut pas comprendre le sens du temps. Et la réalité n'est même pas une réalité. C'est-à-dire que il n'existe pas de réalité unique. Il existe à tout moment une superposition de réalités potentielles. Il n'existe dans la réalité que des densités de probabilité, plus ou moins fortes, des densités de probabilité d'existence. Quand ces densités sont denses, ça fabrique de la matière. Quand ces densités sont faibles, ça fabrique des potentiels, et c'est le cas par exemple dans notre futur. Nous sommes en présence de potentiels, ce qui n'empêche pas le GPS de définir un trajet dense, c'est-à-dire qu'à tout moment, le trajet dense que nous allons suivre doit pouvoir être défini. Et finalement, la meilleure façon de vous représenter, bon, mais alors c'est quoi la réalité? C'est de vous dire, c'est de remplacer donc le temps, l'espace et la matière par la vibration, l'information et l'énergie. Vibration, information et énergie sont les éléments objectifs qui composent notre réalité. D'accord ? Temps, espace et matière sont devenus subjectifs. On ne sait pas quoi faire du temps, de l'espace et de la matière en physique. Hein ? Il y a c'est pas tout à fait une correspondance parfaite parce qu'il faut concevoir les vibrations, l'information et l'énergie. Vous pouvez le concevoir comme étant de l'espace en vibration. D'accord ? Donc il y a la notion spatiale, ça c'est l'information, parce qu'on a besoin d'espace pour mettre de l'information. Il y a la notion d'amplitude, ça c'est l'énergie, parce qu'à un moment donné, on n'est pas conscience de tout, on a conscience de ce qui a la plus grande énergie. D'accord ? Et puis tout ça, ça n'existe que parce que c'est essentiellement de nature vibratoire. Hein, c'est-à-dire que, et là on introduit un temps qui est en fait le temps de la conscience, c'est des vibrations. Donc si vous vous imaginez être la toute première conscience, essayez de vous imaginer ce que vous faites si vous êtes Dieu, si vous êtes la toute première conscience. Vous pouvez arriver à faire cet exercice dans une réflexion hautement méditative et comprendre que c'est normal que finalement tout soit vibratoire. On commence par la vibration et qu'après, la vibration, elle crée l'espace. Et que ce faisant, elle crée en même temps le temps et une différenciation entre le temps et l'espace. Enfin, bon, là, c'est juste pour vous donner un peu, pour nourrir un peu votre intuition. Et donc, le point clé là-dedans, quand même, pour ce qui concerne la vision de notre réalité, c'est de comprendre la nature du temps, sachant que j'ai transformé la caverne de Platon en sous-marin qui navigue aux instruments, parce que le temps, aujourd'hui, il apparaît comme étant de l'espace. Le temps, c'est de l'espace. Les physiciens se rendent compte de plus en plus que le temps, c'est de l'espace, avec une petite différence, et même les neuroscientifiques s'aperçoivent que le cerveau traite le temps comme de l'espace. J'ai lu ça quelque part dans une publication. Et tout d'abord, je vous dis d'où vient cette remise en question de notre notion du temps. Ça vient, vous savez qu'il existe, je ne vais pas approfondir ça, mais il existe deux grandes théories. Il existe deux grandes théories aujourd'hui qui sont les mieux vérifiées par l'expérience, qui sont la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité générale, elle traite de l'infiniment grand en général, et la mécanique quantique de l'infiniment petit. Elles sont totalement incompatibles, et ça c'est le Graal de la physique que d'essayer de les rendre compatibles, mais elles s'accordent tout de même de plus en plus sur la question du temps. Pourquoi ? Parce que la relativité générale manifeste un futur déjà réalisé. Il est démontré qu'on peut voyager dans le temps, et il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance aux équations, puisqu'on a vérifié qu'elles marchaient pour le GPS, par exemple.
Et donc, il est tout à fait possible de construire une machine, ou même sans machine, d'envoyer un vaisseau dans l'espace, le voyageur de Langevin, et de revenir sur Terre dans 1000 ans. D'accord ? Et il est aussi théoriquement possible, avec les modèles de l'espace-temps moderne, dans lesquels on introduit des trous de verre, de voyager dans le passé. La seule raison qui ennuie les physiciens pour dire « Ah ben non, c'est interdit », c'est qu'ils refusent la rétrocausalité qui pourrait permettre de résoudre le problème des paradoxes temporels. Si je voyage dans le passé, je peux aller tuer mon grand-père, donc c'est impossible. Mais si vous voyagez dans le passé et que le présent influe sur le passé, vous n'arriverez jamais à tuer votre grand-père. Voilà comment on solutionne le truc. Bon. En mécanique quantique, on s'aperçoit qu'il existe une intrication, non seulement entre des événements qui sont séparés par l'espace, et donc par des distances qui peuvent être astronomiques, mais également par le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une simultanéité, une intrication, entre des événements qui font partie, en fait, des événements particules, hein, ce qu'on a démontré, ce que j'appelle un événement, c'est on fait une mesure sur une particule, d'accord ? Mais on peut faire une mesure sur une particule dans le passé, et, enfin, on peut l'avoir fait dans le passé, et la faire dans le futur, et par quelque chose d'habitable, les physiciens arrivent à démontrer que ces mesures sont intriquées. C'est-à-dire que tout se passe comme si elles avaient lieu, finalement, simultanément, parce que on ne peut pas imaginer qu'il y ait un signal qui remonte l'OTAN pour aller avertir que, attention, il faut changer le passé, là, parce qu'on a fait une nouvelle mesure. Bon, ça, c'est vraiment des problèmes ardus en physique, et la meilleure façon de les interpréter, c'est de dire que l'intrication atemporelle, l'intrication indépendante du temps, existe parce que le temps, c'est de l'espace. Et que donc, lorsqu'il y a une modification, là j'en ai représenté 3 points, dans le futur, lorsque vous faites une modification dans le futur, eh bien ça peut avoir comme conséquence une modification dans le présent et une modification dans le passé. Ça, c'est la meilleure façon de comprendre l'intrication temporelle entre différentes particules. Et donc, ça veut dire qu'on rejoint le constat de la relativité générale sur l'inexistence du temps. Et d'ailleurs, les meilleures théories, la meilleure théorie de grande unification, enfin, les Français pensent que c'est la meilleure théorie, mais les anglo-saxons aussi, si on a un peu marre de la théorie des cordes, qui n'est pas très productive, sont très intéressés par cette théorie de notre cher nobelisable Carlo Rovelli qui travaille à Marseille. En gravité quantique, on élimine le temps carrément des équations. C'est-à-dire que, et là on a une démonstration du fait que finalement, voilà, la réalité ne peut pas se créer dans le temps puisque finalement on élimine le temps. Voilà. Donc il faut considérer notre univers comme un univers bloc. La question est de savoir si on peut le faire bouger. Et c'est là que je me sépare des autres physiciens, quoique c'est en train de changer parce que j'ai eu quelques discussions avec des physiciens mainstream, récemment un directeur de recherche au CNRS qui me fait part d'une ouverture des progrès actuels de la physique vers mon modèle finalement. Hein. Donc, alors, voilà comment je propose de comprendre, de démêler tout ça. C'est de dire qu'en fait, le temps est une illusion. Pour qui? Pour le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau nous dit que, nous fait croire que, à un moment donné, nous sommes à l'intérieur d'un événement, nous sommes au centre, nous venons de mémoriser le début de cet événement et nous sommes capables d'anticiper la suite de cet événement. Eh bien ça, ce serait une illusion fabriquée par le cerveau. Parce que la conscience ne nous dit pas ça. Parce que notre conscience, elle ne nous dit pas il y a un temps, ça c'est ce que tu as vécu, ça c'est ce que tu vas vivre. Notre conscience, elle est pleinement dans l'événement. Et on ne fait pas la différence. La conscience ne fait pas la différence entre... Elle ne fait pas plus de différence que notre conscience de l'espace entre ce qui vient d'arriver et ce qui va arriver. Je suis capable, dans ma sensation de l'espace, de comprendre que le fond de la salle n'est pas la même chose que l'écran ici. Je ne suis pas en train de dire que le fond de la salle n'est pas encore arrivé et que ça fait partie de mon passé. Comme s'il y avait là une espèce de curseur qui sépare les deux. D'accord ?
Vous êtes d'accord que le fond de la salle et l'écran, ça fait partie du présent. Eh bien, il faudrait penser exactement la même chose en ce qui concerne le temps. C'est-à-dire que le temps étant traité comme de l'espace par la physique, mais aussi par la conscience, vous verrez d'ailleurs que la conscience transforme même le temps en espace, eh bien, ce qui serait vrai, c'est de penser que la conscience a une épaisseur de temps. Lorsque vous êtes en montagne, vous voyez une épaisseur de paysage en l'air, voilà. Eh bien, vous ressentez également une épaisseur de temps. Mais votre cerveau vous fait croire que vous êtes à un moment donné. Ce moment-là n'existe pas, d'accord ? Il est plus réaliste de dire que vous êtes dans un endroit de l'espace en même temps que vous êtes dans un endroit du temps et que ce qui est à venir, c'est déjà là et que ce qui n'est pas arrivé, c'est encore là. D'accord ? Il y a quelque chose qui peut vous aider. Deux choses qui peuvent vous aider. C'est les personnes qui font des expériences de mort imminente, ou même ceux qui réchappent de justesse à un accident qui aurait pu être mortel. Ils ont souvent la sensation de revoir comme ça, en un clin d'œil, toute leur vie défiler. D'accord ? Mais c'est ce qui arriverait si effectivement vous imaginez que le sol, c'est les 4 dimensions de l'espace-temps, et vous êtes en train de sortir de l'espace-temps, et donc qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez votre vie défiler, parce que dans le cône, vous voyez finalement petit à petit les événements du passé défiler devant vous pendant que vous êtes en train de quitter la sphère quadridimensionnelle. D'accord ? Et les personnes qui sont sorties de leur corps nous disent qu'ils ont une sensation de la réalité qui est la même, sauf que le temps a disparu. C'est-à-dire qu'on leur a enlevé l'illusion du temps. Et ils sont pourtant présents avec une épaisseur d'espace et de temps qui n'existe pas, et ils sont capables évidemment plus de prouesses que nous, parce que ils pourraient aller dans certains cas visiter leur passé ou voir leur futur, etc. Et donc si vous voulez, il y a toujours la notion d'une épaisseur, il y a toujours une information. Imaginez que si le temps avait une épaisseur nulle, il n'y aurait même pas d'information dedans, il n'y aurait pas de conscience. D'accord ? Et un exemple que j'aime bien donner, aujourd'hui il est admis que la Terre est un être vivant. Personne ne contestera ça. Et si vous demandez à un matérialiste ok, la Terre est un être vivant, est-ce qu'elle est consciente ? Ah ben oui, bien sûr. Puisque c'est la vie matérielle qui fabrique la conscience, selon un matérialiste. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème pour un matérialiste qui pense que la conscience est le produit du cerveau. Il suffirait de localiser le cerveau de la planète, je l'ai localisé, pour dire que la planète est un être conscient. Il y a plein d'autres raisons, de toute façon, de penser que la Terre a une conscience. Et si on essaye de localiser le cerveau de la Terre, et qu'on essaye, enfin voilà, je ne vais pas tout vous faire, parce que ça va être trop long, eh bien on finit par trouver le cerveau, mais aussi tous ses autres organes, hein, son système de vision, enfin tout, la totalité de ce que nous avons comme organe, la Terre, là, ça je vous l'assure. Eh bien on se rend compte simplement que la Terre, notre planète, vit dans une autre densité que la nôtre, qui est à peu près entre 1 million et 10 millions de fois plus dilatée. C'est-à-dire que une respiration de la Terre correspond à 1 an. Voilà. La Terre respire en 1 an. Nous respirons en quelques secondes. Et qu'est-ce que nous faisons pendant que nous respirons ? Nous observons la réalité autour de nous sans aucun problème. En tout cas, nous l'anticipons sans aucun problème. En quelques secondes, nous voyons tout ce qui est en train d'arriver. C'est un seul événement. La Terre voit tout ce qui est en train d'arriver pour elle en 1 seconde année. C'est-à-dire que pour elle, notre futur de l'année à venir est déjà réalisé. Il existe des êtres qui ont une conscience supérieure à la nôtre, au-dessus desquels il y a des êtres qui ont une conscience supérieure à la leur, etc. Et ainsi de suite. Simplement, en haut de l'échelle, vous avez toute l'éternité. Parce qu'à force de dilater le temps, vous avez toute l'information de la création. C'est une façon de se représenter plus facilement
cette histoire d'épaisseur de temps, et c'est aussi une introduction à ce dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le soi, parce que entre nous et la Terre, il y a quand même un intermédiaire qui vit dans un temps dilaté d'un facteur 1000. Mais bon, là, j'en ai déjà trop dit. Pour l'instant, là, sur cette figure, j'ai représenté quelque chose qui fait comprendre la différence entre le cerveau et la conscience. Le cerveau, comme il n'a pas d'épaisseur de conscience, comme il n'a pas de conscience. Un matérialiste vous dira qu'un cerveau, c'est une machine qu'on peut simuler avec un ordinateur. Moi-même, je simule des cerveaux avec un ordinateur. Et tout est calculé. Et tout ce qui arrive étant parfaitement calculé, il n'existe pas d'épaisseur. Là, j'ai représenté des petits ronds bleus, mais c'est parce que c'était pour les rendre visibles. Hein, mais en fait, ils ont une épaisseur nulle. Il n'existe pas de petits ronds bleus à l'intérieur desquels il y aurait des choix à faire pour le cerveau. Le cerveau a décidé mécaniquement de choisir la bifurcation de droite. Mais votre conscience, elle est consciente, et ce n'est pas une illusion. Elle est consciente de la bifurcation, et ce n'est pas une illusion. Et donc sur un cas comme ça, la conscience a un choix à faire, alors que le cerveau n'a pas de choix à faire. Ce qui veut dire qu'une épaisseur de temps, c'est-à-dire une conscience, impose des choix. Et, que dit Bergson, le grand philosophe du temps et de la conscience, nous dit que presque on pourrait définir comme la conscience comme étant justement ce qui nous permet de faire des choix. C'est la conscience qui nous permet de faire des choix. Et pour arriver à comprendre maintenant dans quel contexte on a à faire ces choix, il faut commencer par prendre au sérieux les résultats de la physique, en tout cas tout ce qu'elle nous suggère, et je vous ai fait la liste. C'est d'abord comprendre que la réalité ne se crée pas le temps, ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière. Et encore, qu'il n'existe pas de temps au sens du front du déjà créé. C'est une illusion, ça. Il n'existe pas de temps avant lequel, ça y est, c'est créé, et après lequel, ça ne l'est pas encore. C'est ça l'illusion dont il faut sortir. C'est très, très, très important de sortir de cette illusion. Ça ouvre tous les possibles. Le passé existe encore, le futur est déjà là, mais vous verrez, il est flexible. Le futur peut influencer sur le présent, par conséquent, et c'est le point clé. Ça explique les synchronicités et tout un tas d'autres phénomènes extraordinaires. Le futur peut évidemment, obligatoirement influencer le présent, et doit influencer le présent, sinon la physique tombe par terre. Enfin, la physique un peu flexible. Si on ne veut pas de cette notion, effectivement, on reste dans le parc de la pensée et on dit « Ah non, 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 le futur ne peut pas changer, nous n'avons pas de libre arbitre, nous n'avons pas d'âme, etc. » D'accord ? Parce qu'il y a des gens pour qui cette idée oh, « C'est pas possible, ça les libère trop, ils préfèrent rester en prison. » D'accord ? Et pour aider ceux qui ne veulent pas rester en prison, qui veulent rester en prison, il faut leur dire on peut voyager dans le futur. Et on pourrait même voyager dans le passé. Voilà. Bon. Et là, maintenant, on en vient au GPS, qui est le meilleur point de vue que j'ai trouvé, qui est un point de vue cybernétique pour expliquer le fonctionnement de la réalité. C'est-à-dire que la conscience, puisque c'est elle qui, contrairement au cerveau, est en mesure de faire des choix, c'est la conscience qui fait les choix au moment où il y a des bifurcations. Lorsque la dame vous dit « allez tout droit », vous voyez que vous pourriez aller à gauche, c'est votre conscience qui est impliquée dans cette affaire. Et on respecte totalement la cybernétique de l'espace-temps avec cette image-là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On peut conserver à une échelle collective la vision d'un tunnel invisible qui oriente les pas de toute l'humanité. Mais ça, c'est la résultante du fait que nous avons tous notre GPS qui oriente nos pas et une conscience qui nous dit « non, là, je ne vais pas là, je vais là ». Et l'espace-temps, ça ne lui pose aucun problème puisqu'il recalcule tout. Voilà, ça, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis complètement persuadé de tout ça? J'en suis complètement persuadé depuis 10 ans, sinon je n'aurais pas écrit la route du temps. Ce sont des phénomènes de synchronicité qui m'ont convaincu du fait qu'il était impossible de voir que la réalité soit cohérente à l'intérieur du parc, il fallait en sortir.
Et donc, bien avant moi, d'autres physiciens, Trinh Xuan Tuan le premier, mais aujourd'hui Nicolas Gisin et Antoine Suarez, qui sont des physiciens qui ont répété l'expérience la plus importante du XXe siècle dans le domaine relativiste, donc c'est pas n'importe qui, nous disent que le libre arbitre est tout à fait possible, parce que l'un dit les nombres réels pourraient ne pas être réels, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, nombre décimal limité dans la réalité, et parce que Antoine Suarez nous dit que le multivers des possibles nous appartient. Il dit la même chose que moi. Et moi-même, j'ai fait une publication, déjà il y a 5 ans, mais j'en ai refait une cette fois-ci dans une revue prestigieuse de physique fondamentale, qui s'appelle Annals of Physics, où j'explique qu'il est absolument indispensable de rajouter 6 dimensions à l'espace-temps. 3 pour déterminer le choix de la destination qui ne nous concerne pas directement. Et 3 pour déterminer nos choix dans le présent, et c'est cela qui nous concerne et qui sont les choix de la conscience. Et ce qu'il faut se rappeler, de toute façon, si vous devez retenir une seule chose de cette conférence, c'est la phrase suivante: ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. D'accord ? Contrairement à la pensée du parc, ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements. Voilà. Et si ce n'est pas la mécanique, c'est que ça passe par la conscience. Alors après, la question de savoir, oui, mais la conscience, règne-t-il un déterminisme? Vous verrez que notre conscience elle-même peut être conditionnée, mais qu'on peut échapper à ce conditionnement par une certaine reliance, on va voir ça. Et je rajoute dans cette publication que les choix de trajectoire que nous faisons dans le présent se font, en tout cas pour ce qui concerne les boules de billard, alors j'espère qu'on est un peu plus libre que des boules de billard, hein. Elles se font forcément hors du temps. Et j'aboutis exactement à la même conclusion que notre cher Carlo Rovelli, qui est de dire que finalement, ce qui détermine les choix qui se font dans le présent, c'est une information qui doit être puisée dans l'infiniment petit. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'infiniment petit? C'est la gravité quantique de Carlo Rovelli. D'ailleurs, c'est parce que j'ai fait le lien entre cette théorie et la gravité quantique dans ma publication que je n'osais pas faire, hein, parce que si vous voulez, en physique, c'est très il faut faire attention, hein, quand vous êtes spécialiste d'un secteur. Si vous parlez d'un autre secteur, là, vous risquez de vous faire refuser la publication, etc. Et donc, je n'osais pas parler de quantique dans ma publication sur les dimensions supplémentaires de l'espace. C'est le reviewer de la publication qui voulait l'accepter, qui m'a dit non, mais il faut absolument. Moi, j'étais d'accord, mais je ne voulais pas, par frilosité. D'accord? Et donc il m'a dit ah ben non, mais au contraire, il faut montrer le lien entre vos travaux et la gravité quantique. Et là, ça a été accepté. Et le lien entre les dimensions supplémentaires et la gravité quantique, c'est les vibrations de l'espace-temps dans l'infiniment petit. Ce sont les vibrations de l'espace, si vous voulez. Et les vibrations de l'espace se font dans le temps, et comme le futur est déjà réalisé, c'est les vibrations de tout l'espace-temps, y compris dans nos potentiels et pas seulement dans... ça veut dire que le tunnel que je vous ai montré tout à l'heure, qui oriente nos pas tout au long de notre vie, c'est un tunnel qui flotte en quelque sorte, c'est une vulgarisation, hein, sur un océan de gravité quantique. Et donc qui crée des vagues, c'est votre conscience qui crée des vagues, et donc qui font bouger votre tunnel dans le futur. Voilà. Et là, je vais vous faire l'impasse sur 6 slides que j'ai présentés dans une récente conférence à Nice devant des scientifiques. Pour ne pas vous ennuyer, mais à eux, je ne leur ai pas présenté la suite. Voilà. Mais je vous résume très rapidement. Ce que je vous explique aujourd'hui, ça repose sur l'idée que l'information est une grandeur physique, ce qui est absolument devenu incontournable aujourd'hui, sur la perte d'information dans les interactions, bon, laissez passer, le paradoxe du déterminisme, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des calculs au-delà d'une certaine information en rapport avec celle qu'on a mis dans les conditions initiales, l'explosion des branches du multivers, ça veut dire que, et ça je fais des calculs tous les jours en ce moment, pour faire encore une publication, qui démontre que
quelle que soit la précision des calculs, même si on prend une précision supérieure à la précision de l'information dans l'univers, on n'échappe pas au multivers. Et la conclusion de la publication que j'aimerais pouvoir publier dans quelques mois, c'est que notre univers est quantique, y compris à notre échelle macroscopique. La seule différence, c'est que c'est dans le futur. Et que plus les objets sont massifs, plus ce futur est éloigné. Et plus, au contraire, ils sont petits et interagissent entre eux, et plus au futur, c'est le présent. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre la mécanique quantique et la mécanique classique. Mais en réalité, ce sont les deux mêmes mécaniques. Tout est quantique. Et donc, nos lignes temporelles peuvent commuter, c'est-à-dire qu'on peut changer de programme, et que pour arriver à gérer ça du point de vue extérieur, il faut utiliser un cerveau, et le fait d'utiliser un cerveau implique d'introduire l'intrication quantique, qui n'est pas là pour rien. L'intrication quantique permet de dire que si je change mon programme par libre arbitre, eh bien, je ne vais pas rencontrer la personne un tel qui aurait pu avoir une influence sur ma vie, et que donc j'aurais pu avoir une influence sur elle, elle-même va donc avoir un autre programme. Donc ça veut dire que nos parcours sont intriqués. Et donc voilà, il y a une intrication macroscopique qui est gérée par le cerveau de l'univers, entre guillemets, mais qui revient à... qui nous permet de nous faire une petite idée de cette mécanique de l'espace-temps qui nous dépasse et qui fait intervenir les dimensions supplémentaires. Et donc là, on va rentrer dans la théorie de la double causalité qui vient du fait que si notre futur existe déjà et qu'il change, même sans qu'on en soit au courant, ben, il a forcément une influence sur nous. C'est une évidence. Puisque si mon futur... alors quand je ne suis pas du tout conscient, change maintenant, mais dans 3 ou 4 ans, ben, ça veut dire que au fur et à mesure où je vais me rapprocher de ces 3 ou 4 ans, ben, je vais avoir des intentions qui ne seront pas les mêmes que celles que j'aurais eues sinon. Si le futur change, alors même que je ne sois pas au courant, ça veut dire que des intentions nouvelles vont rentrer dans mon cerveau. Et donc ça veut dire que nos intentions nouvelles ou authentiques ne sont pas créées par la mécanique du cerveau. Ça veut dire qu'il existe 2 sortes d'intentions. Il existe, et même 3. Il existe, ouais, on va simplifier 2. Il existe nos intentions conditionnées, soit par notre cerveau, c'est-à-dire tout ce qui nous contraint physiquement. Donc le fait de tenir compte de notre fragilité, notre force, etc., ne va pas générer les mêmes intentions. Il existe aussi des intentions conditionnées par la conscience et par la conscience collective. L'idée que nous nous faisons nous-mêmes. Je suis quelqu'un, l'ego, j'ai peur de ceci, etc. Donc on tient compte aussi on se forge nos intentions à partir de la conscience que nous avons de nous-mêmes. D'accord ? Je ne vous parle pas de celle-là. Parce que tout ça, ça peut être considéré encore à peu près comme le produit du cerveau. Même si les intentions conditionnées, ce n'est pas forcément toujours ça. Mais enfin bon. Je vous parle des intentions totalement transcendantes. Je vous parle d'intentions totalement transcendantes qui sont votre futur déjà réalisé, qui sont issues de votre être. Parce que à la fin de votre vie, si vous regardez toute votre vie, on dira de vous que vous avez été quelqu'un qui a fait ça, on s'est souvenu de lui parce qu'il a été un tel. Et ça va... Et cet être qu'on va dépeindre, c'est quelque chose... On ne va pas s'arrêter à votre présent, on va regarder tout ce que vous allez faire d'autre dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous considérez comme n'étant peut-être pas vous, qui détermine votre destin. Pourquoi ? Parce que vous n'avez absolument aucune idée, sauf peut-être pour certains, de ce que vous allez faire dans l'avenir. D'accord ? Mais vous êtes d'accord, il n'y a pas de raison de mettre en doute le fait que vous allez réaliser ce que vous êtes. Quoique, il se pourrait que vous ne réalisiez pas ce que vous vouliez être. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de choix, là, quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes embarqué dans une vie, mais vous êtes tellement prisonnier, conditionné, etc., etc.,
vous restez enfermé et vous ne réalisez peut-être pas la vie de qui vous vouliez être. Et puis peut-être que à un autre moment, à un moment donné, bon, à force d'avoir des difficultés, hein, c'est souvent comme ça qu'on s'éveille, eh bien, vous captez une intention. Que ce n'est pas vous. Votre vie jusqu'à maintenant, c'est que de la merde. Vous n'avez fait que vous planter, ou je ne sais quoi, ou vous êtes déçu par ceci, par cela, etc. Et puis donc, hop, on appelle ça aussi la nuit noire de l'âme, enfin bon, il y a un tas de choses. Et puis vous réalisez que vous n'êtes pas tout ce que vous avez fait, et puis ça y est, vous captez une intention. Et à ce moment-là, vous pouvez réaliser le programme de qui vous êtes. D'accord? En captant. Donc c'est pas votre mental qui va vous forger, qui va forger qui vous êtes. Et donc en captant une intention, vous la faites vôtre, et ça y est, le futur est au courant que au lieu d'aller par là, vous allez peut-être aller par là, parce que là vous allez énergétiser un autre potentiel de votre arbre de vie. Et ce potentiel, l'énergétiser, l'exciter, ça veut dire lui donner une probabilité d'émergence, et cette probabilité va forcément descendre mathématiquement. Elle va forcément descendre. Alors elle va peut-être rencontrer un moyen pour que vous la réalisiez causalement, mais elle va peut-être aussi être quelque chose que vous ne savez pas faire, vous n'imaginez pas comment vous pourriez réaliser ce rêve, parce que pour vous c'est un rêve, mais cette probabilité-là, et elle va descendre, et elle va finir par trouver des petits chemins pour rejoindre votre vie actuelle, et ce sera à vous de les détecter. Et ils seront détectables parce que la potentialisation de ce rêve va envoyer des chemins dont les probabilités seront augmentées, forcément. Et donc ça va créer des coïncidences extraordinaires. Mais ça ne peut pas marcher si vous ne faites pas attention. Quand la dame vous dit d'aller tout droit, mais non, vous avez envie d'aller à gauche parce que là, vous avez vu un lapin traverser la route et ça vous a paru bizarre, je dis n'importe quoi. C'est pour vous initier un peu. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas détecter les bifurcations dans lesquelles vous avez un choix à faire si vous ne faites pas attention. Donc l'attention est le compagnon de l'intention non conditionnée, captée pour arriver à rentrer dans un système de magie de la vie qui existe. Et donc je résume ça en disant que l'intention captée valide un potentiel futur qui peut alors rétroagir sur les probabilités de bifurcation, et que donc l'intention activée se retrouve face à l'attention activée se retrouve à la bifurcation. La question est, ok, il y a un truc bizarre là, il se passe quelque chose qui n'est pas ordinaire, peut-être que ça vient me parler, mais comment je fais pour savoir ce que je dois faire? Et donc là, c'est là que c'est Spinoza lui-même qui disait que les émotions, et en général tout ce qui nous procure de la joie, donc ça peut être différentes émotions, mais ça peut aller jusqu'à l'intuition. Hein. L'intuition transporte souvent la joie d'avoir trouvé, ça y est, d'avoir reçu une information. Toutes les sensations que nous pouvons avoir, ça peut être des prémonitions, des intuitions, la sensation qu'on est sur le bon chemin, agit naturellement comme boussole. Simplement, ça ne peut pas marcher si nous n'avons pas augmenté notre attention, ce qui revient à dire augmenter l'épaisseur de notre présent. Si l'épaisseur de votre présent, elle est trop faible parce que vous êtes comme ça, vous ne vivrez jamais de synchronicité. Parce que l'espace-temps ne va pas s'amuser à vous envoyer un chemin si ce chemin, vous ne pouvez pas le détecter. Hein. Dans le futur et dans le présent, tout fonctionne simultanément, ça marche ensemble. Enfin, moi, je le conçois bien parce que je suis un ingénieur qui développe des programmes hyper compliqués et je le vois. Je pourrais développer un programme qui simule ce machin-là. D'accord ? C'est-à-dire que la vraie mécanique, elle se déroule hors du temps, en faisant intervenir absolument tout le futur et tout le passé simultanément. Et on peut faire des calculs même à ce niveau-là. Et c'est simplement une question d'habitude, parce que là, je vous parle de choses, c'est sûr, on n'est pas habitué, mais ces idées, vous allez les trouver évidentes. Dans 10 ans peut-être, ou dans l'année prochaine, j'en sais rien. Et donc ceci
Un conseil, donc, face au hasard étrange, les choix du mental sont forcément illusoires. Le mental va essayer de vous raisonner et vous dire, ben non, il ne faut pas en tenir compte. Ou alors, il va vous dire, ah, c'est une synchronicité, c'est pour moi. Celui qui s'attend à vivre des synchronicités va évidemment se planter. Parce qu'il n'aura pas lâché prise. Mais je vais y venir. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, je vous parlais de ce tunnel invisible. Là, le tunnel invisible, j'en ai représenté une vingtaine. Et pour la clarté de la représentation, je les ai tous représentés parallèles. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, grâce à des informations captées par votre conscience, qui ne viennent pas de votre cerveau, en conjugaison avec votre attention, vous êtes susceptible de changer de tunnel. Vous êtes susceptible de changer de vie, d'aller vers une autre destination qui va rencontrer votre nouveau futur. Ceci va se produire en plusieurs fois. Ça peut se produire, je veux dire, on ne change pas sa vie comme ça d'un seul coup, quoi que ça puisse arriver. Et donc ceci, ça nous montre quoi? Ben, c'est le mécanisme de l'évolution. C'est le mécanisme de l'évolution via la conscience. On n'a plus besoin du hasard pour expliquer pourquoi l'univers va vers une entropie faible plutôt. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un paradigme où tout le monde vous dira, il n'y a pas un seul physicien, enfin, qui publiquement osera remettre en question l'idée que nous allons vers le désordre systématiquement, que l'entropie ne peut qu'augmenter, parce que ça contredirait le deuxième principe de la thermodynamique. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Nous n'allons absolument pas vers le désordre, nous allons vers une direction qui a été générée par la conscience, via les petits progrès que nous faisons sur nous-mêmes qui nous permettent de changer progressivement de vie pour aller vers l'harmonie. Ce qui me conduit à proposer une vision de l'espace-temps dans lequel nous sommes tous... Alors l'espace-temps, c'est cette espèce de cylindre en bas, là, qui est exactement la représentation que les physiciens ont de notre espace-temps. Donc là, on inclut toute notre vie depuis notre naissance, voire tout l'univers depuis le Big Bang, enfin ce que vous voulez. Et ce qui fait changer la forme de ce machin, de cet espace-temps à 4 dimensions, c'est le fait qu'il est relié à des consciences qui jouent le rôle de conducteur. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, la conscience, elle a besoin d'informations extérieures. D'accord? Les informations qui vous permettent de savoir sur quel chemin aller sont des informations qui viennent de votre futur, qui ne peut pas être géré par votre conscience. Donc il y a une partie de vous-même qui est votre soi, par définition, qui va vous permettre de réaliser qui vous êtes. Et donc il y a une seconde couche. Et donc si on considère que l'espace-temps, c'est l'espace des véhicules, les petites flèches bleues, on peut considérer que l'espace de la conscience, c'est-à-dire les 3 dimensions supplémentaires dont je parle, c'est l'espace de la conscience des conducteurs, celui qui choisit le chemin et qui dit « Non, je ne vais pas faire comme dit le GPS, mais c'est pas grave, le GPS s'adapte ». Et il ne faut pas oublier la 3e couche qui est la couche des guides, c'est-à-dire ceux qui vont vous envoyer l'information sous forme d'intuition ou d'émotion qui vont vous permettre de savoir vers où il faut aller. Et cette fois-ci avec certitude. Et comme il faut être humble, ce que je veux dire, c'est que bon, il y a encore d'autres couches, et là on peut parler de tout ce qu'on veut, d'esprit, de Dieu, etc. Mais la logique nous amène à concevoir quand même ces 3 niveaux, ces 3 densités de la conscience, toute ressemblance avec un modèle déjà existant depuis plusieurs millénaires est purement fortuite. Donc j'ai représenté les 3 couches. Là, vous avez la physique. En bas, en bleu, en gris, vous avez les 3 dimensions d'espace et la dimension du temps. Alors pourquoi j'ai fait des petits ronds? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'espace n'existe pas. Les 3 dimensions d'espace, verticale, est-ouest, nord-sud, sont des illusions. Parce que l'espace n'existe pas. Ce qui existe, c'est les vibrations de l'espace. Ça existe. C'est la conscience et c'est ce qui nous fabrique l'espace. Donc remontons à l'essentiel.
L'essentiel, c'est la conscience. Et on a vu tout à l'heure qu'il valait mieux représenter la conscience en parlant de VIE, de vie, au lieu de parler d'espace, de temps et de matière. Donc là, c'est ce que je fais. Je représente, au lieu de représenter les dimensions de l'espace, je représente les 3 dimensions VIE. Donc au centre, vous avez le E, énergétique. À droite, vous avez le V, vibratoire. Et à gauche, vous avez le E. Non, je me suis trompé. Vibration, énergie, information. Parce que ici, on est dans le mental. Et le mental, il fonctionne avec des informations distribuées dans l'espace. Ce sont les différentes aires cérébrales. Ici, vous avez l'émotionnel. Et l'émotionnel, il fonctionne avec des informations contenues dans les vibrations. La notion de taux vibratoire vient de là. Et au centre, vous avez la notion énergétique, c'est-à-dire là où se situe votre conscience dans le présent. D'accord ? Et donc, je n'ai fait que représenter et interpréter le fait que les 3 dimensions de la densité de la conscience correspondent au mental, c'est logique, à l'émotionnel et à l'ego. L'ego énergétique, ce dont on a conscience de soi à un moment, et que les dimensions donc supérieures correspondraient, et là je m'inspire un petit peu de ceux qui sont allés visiter, et qui nous témoignent de la sensation d'amour inconditionnel, d'être intérieur, mais comme si, d'une reliance absolument extraordinaire, et aussi la sensation de pouvoir puiser dans la connaissance universelle. Là, c'est une interprétation. Mais voilà à peu près une façon de résumer le fonctionnement de la réalité qui est fondée scientifiquement. D'accord ? Avec tout de même une interprétation qui est plus juste qu'une interprétation habituelle qui est erronée. Donc ça nous amène, voilà, maintenant, à ce qui nous intéresse dans la vie quotidienne, qui est que, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une bonne vie. Donc d'aller vers le meilleur. Et pour aller vers le meilleur, il faut tenir compte du soi. Et pour tenir compte du soi, il faut apprendre à s'y connecter. Et apprendre à s'y connecter, ça consiste d'abord à faire un retour sur soi. Et surtout, de ne pas se laisser conditionner ni par le mental, ni par l'émotionnel, ni par l'ego. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire développer la confiance. Parce que la confiance, c'est ce qui va nous permettre de ne pas nous laisser conditionner par un lot émotionnel qui va vouloir nous faire peur. Développer le lâcher-prise. Alors, la confiance, justement, elle est contrecarrée par la peur. Il faut apprendre à sortir des sentiers battus, par exemple, pour développer la confiance et s'apercevoir que le lâcher-prise, c'est pour essayer de taire le mental. Et ça, pour ça, bon, ben, la méditation, c'est la meilleure méthode. Bon, sinon, moi, personnellement, je fais de grosses randonnées dans la montagne et il y a plein de techniques. Le détachement, c'est le plus important. C'est-à-dire que si on est tellement attaché à l'image de soi, imaginez que vous soyez une personnalité publique, enfin bon, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que moi je suis en train de le devenir. Mais si vous êtes attaché à l'image de soi, à l'image que vous avez de vous-même, à vos possessions matérielles, à votre cercle d'amis, à votre femme, à votre chien, à vos enfants, à tout ça, vous allez être conditionné. Vous allez avoir du mal à fonctionner autrement que par l'idée que tout cet environnement se fait de vous. Vous n'allez pas pouvoir lâcher ça. Donc ça, c'est le plus dur. Il faut pouvoir s'en détacher. Et s'en détacher ne veut absolument pas dire s'en séparer. Le détachement et la séparation, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Et donc, si on développe la confiance, le lâcher-prise, le détachement, on arrive à se déconditionner de l'ego, et c'est à ce moment-là, on arrive à se déconditionner tout simplement de la conscience, et c'est à ce moment-là qu'on peut faire émerger qui nous sommes véritablement. Un conseil là-dedans, c'est d'essayer de voir dans notre vie qu'est-ce qu'on a fait qui nous a mis le plus en joie, pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur vocation, etc. Et donc, voilà, si vous arrivez à faire émerger cette intention authentique, à ce moment-là, vous pouvez mettre en branle le mécanisme dont je vous ai parlé tout à l'heure et commencer à rencontrer donc alors, j'oubliais le principal,
c'est qu'une fois que vous vous êtes trouvé, ben, vous pouvez ne pas être sûr. Bon, et vous pouvez faire des hypothèses. Ah, mais alors si je suis quelqu'un qui est fait pour faire ça, et vraiment ça me ferait peut-être vraiment plaisir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est impossible, je ne me sens pas capable, etc. Dis-moi comment je fais, quoi. Mais il ne faut pas se parler à soi-même, il faut se parler à son soi. Donc il y a des gens qui parlent à l'univers, qui parlent à leur ange, il y a des gens qui parlent au vide, tout ce que vous voulez, d'accord? Ça c'est rationnel, c'est normal. Il faut bien parler à soi. Et parler à soi, ben, on peut parler au soleil, on peut parler... Ce sont des artifices qui permettent de parler à ce qu'il y a le plus authentique en soi. Et étant donné qu'on va se retrouver dans une démarche d'ouverture suite à cette demande, donc on va faire attention, mais il faut avoir lâché prise. On va se retrouver automatiquement face à des réponses. Voilà. Et là, il faudra faire attention, parce que si nous sommes ouverts effectivement au hasard étrange qui peuvent débarquer dans notre vie comme pour nous signifier que nous devrions aller à droite plutôt qu'à gauche, la boussole peut très bien ne pas bien fonctionner, hein, c'est normal. Et donc là, il faut faire attention parce que moi je suis quelqu'un qui dit au public qu'il est possible de provoquer des synchronicités. J'ai la responsabilité de dire attention, parce que la moitié du temps, vous pouvez vous tromper, peut-être même 9 fois sur 10. Parce qu'il existe 4 types de hasards étranges qui font sens, qui sont susceptibles de faire sens. D'accord ? Il existe 2 types de hasards qui sont dus au passé. Il existe 2 types de hasards qui sont dus au passé, c'est-à-dire qui s'expliquent par des causes cachées, que vous ne voyez pas. Ça peut être, par exemple, votre cerveau qui vous trompe en vous faisant croire qu'il y a un visage dans un nuage qui apparaît au loin et que c'est une réponse à ce que vous pensiez. Donc ça, on appelle ça l'effet de pareidolie. Donc le cerveau est capable de vous tromper. Il faut faire attention. Donc là, il faut veiller à l'improbabilité de ce qui est en train d'arriver. Il faut que, si effectivement ceci représente quelque chose, il faut que, en même temps, vous soyez dans un contexte où le fait de vous retrouver là soit extrêmement improbable. Donc il faut être exigeant sur l'improbabilité. D'accord ? Ensuite, il y a les causes extérieures, c'est-à-dire que vous pouvez croire qu'il y a certains événements qui vous parlent, alors qu'en fait, ils ne sont absolument pas étranges, et ils s'expliquent par le fait que vous vous trouvez à un endroit où ce que vous pensiez étrange est tout à fait normal. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'a pas pris du recul par rapport à l'événement, à ce qui est en train de nous arriver, qui nous a pas pris, qui nous paraît étrange, et qu'on n'a pas pris suffisamment de recul en tenant compte du fait que notre cerveau peut nous tromper d'une part, et que d'autre part, ce qui est en train d'arriver n'est absolument pas étrange, et bien là, on risque de se tromper. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des événements qui sont effectivement des événements qui sont issus du futur, parce que l'espace-temps, s'il change tout le temps, ben, quand on a un changement de ligne temporelle et qu'on tombe sur la bifurcation en bas, eh bien c'est quelque chose qui vient du futur. Voilà. C'est le fait que nous arrivions vers cette bifurcation, nous aidons l'univers à faire un choix en disant bah, finalement, vous choisissez la voie de gauche au lieu de la voie de droite. Ça vient du futur. Et dans ce cas-là, il peut y avoir 2 types d'événements. Soit c'est un gros emmerdement qui vous tombe dessus, soit c'est la chance qui va directement ou petit à petit vous amener à réaliser vos rêves. Si c'est un gros emmerdement, ça veut peut-être dire qu'il faut y aller. Parce que il est normal que votre ancien futur résiste. Il est normal que votre ancien futur résiste si la voie pour aller réaliser vos rêves est encore un peu trop fragile. Donc l'espace-temps, lui, il va toujours vous trouver un débouché. Il ne va pas annuler l'ancien et fragiliser le nouveau. Donc si votre voie, si vous n'êtes pas suffisamment déterminé, il est normal que vous ayez des emmerdements sur la voie de la réalisation de qui vous êtes. Et dans ce cas-là, il faut y aller. Si vous êtes déterminé, si vous n'êtes pas assez déterminé, laissez tomber, parce qu'effectivement, c'est un mauvais signe. On a toujours son libre arbitre. Vous conservez votre libre arbitre, toujours, à tout moment. Vous voyez ? Et donc, bon, bah, je vais bientôt terminer, je crois. Tout ça, évidemment, ça pêche en faveur de l'existence de l'âme. L'âme, alors soit on la considère
comme étant les deux niveaux de la conscience dont je vous ai parlé, celui du moi, soit celui du soi, soit on le considère comme étant uniquement celui du soi. Bon, ben ça, c'est une question de définition. Moi, dans les lectures que je peux avoir, je vois les deux types de définition. Soit on différencie l'âme et la conscience, soit on ne les différencie pas. Alors, est-ce que l'existence de l'âme est compatible avec la physique moderne? Ben oui, à condition de définir, et 4 fois oui, à condition de définir l'âme comme une extension extradimensionnelle du corps, composée d'informations non matérielles, capable de réduire son entropie, désordre, de façon non mécanique et de survivre à sa mort. Ça, c'est une définition qui est tout à fait opérationnelle. Et la physique répond 4 fois oui, parce que extension immatérielle, oui, puisque nous vivons dans une réalité qui a une extension sous forme d'informations quantiques et de dimensions supplémentaires. C'est très analogue tout ça. Fonction négotropique, oui, parce que il a été démontré, c'est le principe MEP, MEP, maximum entropie production, par des biologistes, que les êtres vivants ont la capacité d'éliminer de façon optimale leur désordre organique. Et ceci reste un effet inexpliqué. Tout comme l'effet placebo reste un effet inexpliqué. Vivant non exclusivement mécanique, oui, ça c'est l'indéterminisme de la physique. C'est l'indéterminisme de la mécanique quantique qui peut s'étendre à la mécanique classique et donc aux êtres vivants. Nous sommes mécaniquement indéterminés, donc on a besoin. La survie après la mort, ça vient de l'indépendance au temps des informations quantiques ou extradimensionnelles. Les informations extradimensionnelles, elles sont indépendantes du temps. Les informations quantiques, il a été démontré, enfin extradimensionnelles, on les définit comme ça. Quantique, il a été démontré en mécanique quantique que les informations quantiques étaient indépendantes au temps pour les raisons que je vous ai brossées tout à l'heure. Et pour conclure, donc ma théorie est de dire que la conscience, à ne pas confondre avec le cerveau, parce qu'elle a une épaisseur de temps, la conscience transforme le temps en espace, serait un système de navigation et que l'information manquante en physique, que les physiciens recherchent mais qu'ils ne peuvent pas trouver avec les équations, c'est l'information de l'inconscient, de la conscience. Et donc il faut en déduire, pour ce qui concerne nous, humains, que nous avons un libre arbitre potentiel, mais qui, pour exister réellement, nécessite un retour sur soi pour forger nos intentions authentiques, de l'intégrité, de la responsabilité, bon ça je ne l'ai pas trop développé, avant de les projeter dans le futur, parce que ça marche, de l'attention et du discernement pour reconnaître les ponts, discernement parce qu'on peut se tromper facilement, et tout cela implique bien entendu le développement des valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie. L'énergie de quoi? L'énergie d'amour. Parce que ce que les physiciens ne comprennent pas, et ce que le grand public a du mal à comprendre, parce que ça ne se fait pas d'en parler, mais si on va au fond des choses, par rapport à la manière dont je vous présente les choses là ce soir, enfin aujourd'hui, et qu'on comprend, et qu'on ramène tout à la conscience, parce que moi je vous ai décrit quoi? Je vous décris un univers de conscience, je ne vous décris pas un univers de matière. Donc si vous faites ce renversement de perspective, en comprenant que tout doit être rapporté à la conscience et non pas à la matière, et que vous allez aussi un petit peu dans l'exploration de la théorie, en tenant compte des différents niveaux, vous vous apercevez qu'il est rationnel de penser que l'amour est l'énergie fondamentale de l'univers. L'amour et le libre arbitre sont les deux faces de la même pièce. Et ce qui paraît naïf là-dedans vient simplement d'un point de vue beaucoup trop matérialiste qui nous a été inculqué par notre éducation. D'accord ? Alors, collectivement, ce genre de pensée nous correspond, je le présente comme les balbutiements vers une nouvelle pensée rationnelle, beaucoup plus intelligente et subtile que l'intelligence artificielle dont nous rebat les oreilles Laurent Alexandre, etc., ou la pensée mécaniste en général. Elle revalorise l'humain en face de ses responsabilités, puisqu'on revalorise le libre arbitre. Et là, je ne vous en ai pas parlé, mais bon, moi, la raison pour laquelle je sais que tout ce que je vous dis est complètement vrai, à peu de choses près, hein, parce qu'on peut se tromper sur des détails,
c'est que ça fournit un éclairage sur tous les phénomènes inexpliqués. Il y en a, s'imaginez pas. C'est incroyable le potentiel explicatif de cette approche. Et évidemment, ça revalorise la poésie, les arts et les sciences humaines, que si vous demandez à un scientifique à quoi la poésie, les arts, ils ne comprennent pas. Hein. Pour eux, ils prennent ça pour de la chimie du cerveau. Hein. Donc non, ça revalorise la poésie, les arts et les sciences humaines, et ça les remet au premier plan de la réalité. Et bien entendu, tout ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de le croire, il suffit de l'expérimenter. Voilà, je vous remercie. Merci.